Bonjour à tous, nous sommes déjà le 4 avril. Bonjour Jessie. Bonjour Danick. Le week-end a été fructueux. Oui, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Bien. Alors aujourd'hui, dans notre sommaire, bien d'abord, on va recevoir tout à l'heure le maire du Lamentin, président du CNBT, Jocelyn Sabouti. Bonjour. Bonjour. Ensuite, nous aurons un petit point avec l'UTT, UGTG, suite aux déclarations de la directrice de Canal+. C'était ce week-end, ici même à Canal 10, et on fera le point sur ce conflit qui dure déjà depuis 1 mois et 2 jours. Ensuite, nous recevrons une journaliste, Rita Hazard, journaliste de Alizé, et on clôturera avec une visite qu'on fera avec Bernard Lamitié, qui on va trouver dans une pièce qui s'appelle Au Carénage. Voilà un petit peu le sommaire des invités, mais l'information c'est aussi dans le ZCL avec Jessie. Merci Danick et bonjour à tous. Regain de colère pour les riverains de Pliane au Gosier. Ils s'opposent au projet de construction de 90 logements de la Seine-Samar qui a bien voulu répondre dans notre interview face aux inquiétudes des riverains. L'exposition Démounage a débuté ce matin à la bibliothèque Paul Mado à Bémao et c'est l'artiste Marie Guadeloupe qui nous propose jusqu'au 14 avril ses créations réalisées uniquement avec des matériaux naturels. Et tous les passionnés d'automobile devaient être ravis ce week-end. C'était la 3e édition de la course de Côte Caféière des Haies qui s'est déroulée ce dimanche et c'est Franz Pradel qui a remporté la course. Voilà, merci Jessie. Je l'ai dit, notre invité principal aujourd'hui, c'est le maire du Lamentin, Jocelyn Sabouti. Nous savons que la semaine dernière, Jocelyn Sabouti, il y a eu un incendie assez grave au collège du 16 juin. Alors, où en est-on de cette situation? Premièrement, est-ce que l'enquête a avancé, même si vous n'êtes pas gendarme? Alors voilà, donc moi je ne suis pas gendarme, je n'ai pas trop d'informations sur l'enquête. Là, sincèrement, je ne peux rien vous dire. Ce que je sais, c'est qu'il y a suffisamment d'éléments pour que la chose soit prise en main par le procureur de la République. Ensuite, vous dire que ce matin, j'étais moi-même au lycée en compagnie de la présidente du conseil du département et du premier vice-président. Et avec, bien sûr, le personnel, il y a eu une rencontre et ensuite avec les élèves. Et tout s'est bien déroulé, que le département a mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour que la rentrée se fasse dans des conditions, je pourrais dire, quasi normales, puisqu'il y a déjà une nouvelle salle affectée à la vie scolaire et qui est organisée et bien sûr qu'on n'a pas laissé de traces. On peut dire qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour que les élèves ne soient pas traumatisés, pas de stigmate de ce qui s'est produit. Cela dit, ça pose quand même un problème assez sérieux, un incendie d'une ville scolaire dans une ville comme le Lamentin. On ne sait pas d'où ça provient, il y a eu des graffitis un petit peu épars. Quelle opinion vous faites de tout cela dans le contexte actuel dans votre ville? Bon, il est difficile aujourd'hui, là, tout de suite, de pouvoir tirer des conclusions et il ne faut pas non plus tirer des conclusions hâtives. Par contre, il faut s'arrêter aux faits. Et moi, je m'arrête aux faits. Les faits que je constate aujourd'hui, c'est que depuis quelque temps, les écoles de Lamentin sont prises à partie. Donc, depuis, il y a eu la Rosière, je crois. Il y a eu, depuis que je suis maire, les écoles sont régulièrement visitées. Et je l'ai dit dernièrement à la Rosière, visitées par des personnes qui, à mon avis, étaient bien préparées et qui connaissaient bien les lieux. Oui. Donc, ça, c'est une première chose. Et j'avais déjà laissé entendre que c'est un acte qui visait à la municipalité, certainement à faire du tort à la municipalité, puisque j'avais déjà dit que les parents d'élèves avaient été drôlement et rapidement informés d'un certain nombre de choses et que je trouvais qu'il y avait effectivement quelques questions à se poser là-dessus. Et là, cette fois-ci, les attaques sont directes contre le maire et contre sa famille, très clairement. Le collège a été rempli partout de graffitis, bien sûr, hostile au maire que je suis et aussi à ma famille, dans des termes injurieux. Je le dis très sincèrement et faisant l'éloge bien sûr de l'ancien maire. Ceci dit, je ne peux pas dire qu'il s'agit véritablement d'un acte politique, mais il y a un contexte politique qui est
créé à Lamentin, ça je le dis, je prends mes responsabilités pour le dire, oui, il y a une volonté de polluer l'information à Lamentin, puisqu'on voit que cette municipalité travaille, on voit que cette municipalité avance, que les dossiers qui avaient 10 ans, 13 ans de retard au Lamentin se réalisent aujourd'hui, ou encore que ces dossiers sont en passe d'être réalisés, oui, ça gêne. Et il faut polluer l'information. Il faut faire en sorte qu'on parle à Lamentin en mal, alors que tout ce qui se fait aujourd'hui pourrait permettre qu'on parle en bien à Lamentin et qu'en bien à Lamentin. Ça dérange certaines personnes. Alors, s'attaquer aux maires en saccageant des établissements scolaires, est-ce que ça veut dire qu'au Lamentin, on ne prend pas assez l'importance justement du milieu scolaire, de l'éducation pour les jeunes générations? Mais je dis que c'est dommage. C'est dommage qu'on puisse s'attaquer comme ça à un bien public, qu'on puisse s'attaquer particulièrement à l'école. Moi, je dis, bon, je rends à César ce qui appartient à César. C'est pas parce que c'est mon adversaire politique, mais je me souviens de l'époque où Renette Julliard était maire à Lamentin, elle vivait les mêmes choses. Et je me souviens bien qu'on a même versé à un certain moment de l'huile de vidange dans les piscines de Ravine-Chaude, au moment où Renette Julliard était maire à Lamentin, et qu'on s'amusait, certaines personnes s'amusaient aussi à Lamentin, à saccager la commune, à jeter des poubelles, à salir la commune. Je me souviens de cela. Et on voit que Sapotier aujourd'hui maire, ce sont les mêmes méthodes qui réapparaissent. Oui. Donc peut-être que ça veut dire aussi que la population ne prend pas assez conscience en fait que c'est pour eux que finalement sont mis à disposition toutes ces infrastructures. Je ne pourrais pas généraliser et dire la population. Pour l'instant, je ne tire pas de conclusion. Je constate des faits. Et là, je vous relate des faits. Je vous relate des faits, un point c'est tout. Je vous ai relaté des faits qui se sont passés dans les années, des années 2001 à 2008, et là, qui ont disparu après et qui reviennent encore à Lamentin. Oui. Alors, depuis que vous êtes maire, il y a eu quelques petites affaires. Bon, il y a eu l'affaire Baron, enfin, vous êtes au courant, et puis autre chose, on parle tout à l'heure de la CNBT, mais je voulais savoir un peu, que vous le dites clairement, quelle a été la situation de la commune quand vous avez pris les rênes de la mairie? Alors, j'en ai très peu parlé parce que je n'ai pas pour habitude de pleurnicher, comme on dit. Je suis quelqu'un qui retrousse les manches et qui se met au travail. C'est ce qu'on a fait. Donc, j'ai trouvé une commune dans une situation financière difficile et tendue que j'ai gérée. Et je ne pleure pas sur ça, puisque la preuve, c'est qu'on réalise les projets. L'équipe municipale qui réalise les projets et on avance. Mais on aurait pu aller plus vite si je n'avais pas une dette fournisseur aussi importante. Combien à peu près? 3 millions d'euros aujourd'hui que j'estime envers un certain nombre de fournisseurs. Et je vous dis 3 millions d'euros parce que j'ai négocié les dettes. Autrement, ce serait 6 millions d'euros, puisque envers le SIAC seulement nous réclamait 3 millions d'euros. Et j'ai pu faire descendre cette dette à 940 000 euros qu'on a payé, qu'on a réglé. Ensuite, il y a Océo Lise qui nous réclamait 3 millions d'euros. Devant les tribunaux, on a fait descendre la dette à 600 000 euros. On est en train de payer Océo Lise. Ensuite, bien sûr, il y a la RHI où il faut payer. Tout ça, c'est des choses qui ont été faites, mais qui n'ont pas été payées. La RHI, la résorption de l'habitat insalubre, qui a été faite avec les constructions qui ont été faites sur Blachon, pour 1,3 million envers la CEMAG. Et la CEMAG n'a pas reçu un centime aujourd'hui. Et ça a été fait sous l'ancienne mandature. Mais nous sommes en train de payer la CEMAG. Nous sommes mis d'accord pour payer la CEMAG sur 3 ans. Nous allons commencer cette année, et chaque année, nous allons verser à peu près 400 000 euros pour payer la CEMAG. Donc, j'ai mis en place des moratoires, j'ai mis en place des négociations avec ces fournisseurs qui nous réclament effectivement ces dettes. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer malgré ça, parce que il y a une expertise financière qui a été mise en place à Lamentin. J'ai recruté du personnel qualifié, je dis ça, de l'expertise. On a mis en place une expertise financière et grâce à cela, bien sûr, on a pu
augmenter effectivement les recettes de la commune parce que nous sommes allés chercher des recettes, même pour Ravinshot, nous sommes allés chercher les fonds européens qu'on n'avait pas encore. Et je suis allé chercher encore des fonds auprès de la CAF. Là, je suis en train de mobiliser les fonds Barny pour pouvoir refaire les écoles de Lamentin. Je vais signer avec le préfet au mois de juin une importante convention sur l'ensemble des écoles de Lamentin. On avance. Des dossiers qui avaient 10 ans, 13 ans, 15 ans, 20 ans de retard progressent aujourd'hui à Lamentin. Et ça dérange. C'est ça qui gêne. Alors, est-ce que l'affaire Baron est complètement réglée, le licenciement Alors, l'affaire Baron est complètement réglée, oui. L'affaire Baron, c'est quoi? Baron, c'était l'ancien directeur de cabinet de José Toribio, qui a été licencié par José Toribio, et il n'avait pas respecté la procédure. Avec une dette quand même importante. Avec une dette importante. Donc, ce qui s'est passé, c'est que M. Baron est allé devant le tribunal. M. Baron a gagné. Le tribunal nous a demandé de réembaucher M. Baron et de lui payer, bien sûr, ses indemnités, etc. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons une négociation avec M. Baron. On peut dire on devait à peu près 80 000 € à M. Baron. On a coupé la poire en deux et nous avons effectivement indemnisé M. Baron pour 49 000 €. Voilà ce qui s'est passé et je pense qu'une bonne négociation vaut mieux qu'un mauvais procès, puisque de toutes les façons, nous étions condamnés à pouvoir à réembaucher M. Baron, et si nous n'avons pas réembauché M. Baron, donc il fallait l'indemniser. Alors on va parler un peu de la CNBT, puisque là aussi il y a eu quelques petites tensions. On a vu M. Kabar s'agiter beaucoup autour de la fiscalité. Est-ce que là aussi, sur la CNBT, les choses commencent à se calmer, puisque je me souviens, je vous ai reçu avant les dernières élections, il y avait une petite tension aussi avec M. Losbar sur cette CNBT, sur le problème de transport, sur le problème des voiries. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, il faut savoir que les communautés d'agglo, communautés de communes, ne sont pas faciles à gérer. C'est un peu partout en Guadeloupe. Je ne vais pas citer, mais si vous recherchez d'autres communautés d'agglo, d'autres communautés de communes, les choses ne sont jamais simples parce qu'il y a des conflits d'intérêts, de territoires, de communes, etc. Mais pour l'instant, la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre fonctionne. Et bon, les prises de position de M. Kiaba, on les connaît. D'ailleurs, il n'a pas pris position en tant qu'élu. Il a pris position en tant que citoyen dans un collectif qu'on connaît en Guadeloupe. Ceci dit, M. Kiaba, nous avons déjà eu des réunions de travail. Il est président d'une commission chez moi. Il fait son travail. Pas plus tard qu'hier soir, il m'a appelé. Demain, nous nous voyons et nous sommes déjà vus en commission. Il travaille, il fait son travail et nous avançons. Donc, sous ce dossier-là, nous nous sommes entendus. Lui-même, il a fait une déclaration pour bien expliquer les choses devant le conseil communautaire et devant les autres élus. Nous continuons à travailler. Bon, c'est un citoyen qui avait cette position qu'il a exprimée à un certain moment. Bien sûr, avec une certaine virulence vis-à-vis du président que je suis moi-même, mais bon, on connaît la tactique, on connaît quand les gens sont dans la rue, comment ça se passe. C'est à mon cachot, etc., parole capati. Mais ça ne nous empêche pas de travailler. Donc voilà le contexte et pour l'instant, nous travaillons. Avec M. Losbar, ça s'est calmé un peu? Alors, avec M. Losbar, c'est un autre type, je peux dire, d'opposition. Là, c'est une opposition franchement politique. Voilà, je ne peux pas dire de même de l'autre côté. Là, c'est franchement politique, mais ça s'exprime et ça s'exprimera encore certainement à chaque fois qu'il y a des élections. Mais les élections passées, M. Losbar et moi aussi, nous sommes condamnés à travailler sur l'eau, par exemple. Oui, sur l'eau et sur les voiries. Bien sûr, sur l'eau, M. Losbar et moi, nous sommes déjà rencontrés et nous défendons une position qui jusqu'à maintenant, je ne sais pas si lui va changer, mais jusqu'à maintenant, qui est une position commune, que d'ailleurs ces jours-ci que je vais commencer à dévoiler, qui est la position de la CNBT, que je pourrais peut-être commencer ici à dévoiler. Oui. Donc il y a ça. Sur les déchets, c'est difficile. C'est difficile sur toute la Guadeloupe. Je sillonne partout la Guadeloupe, c'est difficile. Et là, nous sommes en train de mettre un plan en place à la CNBT, mais vraiment un gros plan Marshall qui va démarrer là, au mois de juin. La commune de Petit-Bourg, avec les élus de Petit-Bourg, participent au travail avec nous et à la réflexion avec nous. Sur ça, je suis clair qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Sur le transport aussi, nous travaillons ensemble. À un certain moment, bien sûr, je suis obligé de dire ce que j'ai trouvé comme héritage. Parce que M. Losbar disait souvent que sa commune était défavorisée depuis que vous aviez pris la présidence. Ce n'est pas vrai. Ouais. On parlait des déchets, ce n'est pas vrai. Le problème des déchets, c'est un problème qui est sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. D'ailleurs, ce n'est pas seulement
seulement sur la CNBT, je vous dis, je sillonne partout la Guadeloupe, c'est sur l'ensemble de la Guadeloupe. Pas plus tard qu'hier soir, je lisais le Fonds Senti, je voyais un de mes collègues qui est président aussi d'une communauté de communes qui tire la sonnette d'alarme. Ensuite, c'est souvent que j'entends le maire des Abîmes dire, écoutez, à la population, attention, nous dépensons trop pour traiter les déchets, il faut avoir une autre relation avec nos déchets. C'est un problème vaste, il va falloir peut-être faire une grande discussion là-dessus, mais nous sommes en train de travailler sur cette affaire-là et nous avons un plan à mettre en œuvre. Donc, Petit-Bourg a le même problème que Lamentin, le même problème que Sainte-Rose, le même problème que toutes les autres communes, voilà. Et puis des fois, nous avons des prestataires qui peuvent être défaillants aussi, ça arrive. Donc, nous mettons de l'ordre là-dedans. Ceci dit, ce qui est important, c'est d'avoir une vision du territoire, de pouvoir préparer le territoire pour demain et régler les problèmes du quotidien d'aujourd'hui. C'est ce que nous essayons de faire. Alors, sur la question de l'eau, vous savez qu'il y a une fédération maintenant des comités d'eau qui s'est créée pratiquement dans votre commune d'ailleurs, au Lamentin. Ils sont très remontés en ce moment. Et alors, il y avait d'abord cette histoire de syndicat unique de l'eau, finalement, qui a pris de l'eau, si on peut parler comme ça. Quelle est votre position aujourd'hui sur cette question essentielle pour les Guadeloupéens, la question de l'eau? Alors, déjà, sur les différents comités de l'eau, notamment le comité de Lamentin, moi j'ai de bonnes relations avec ce comité. Je peux même vous dire que je mets à disposition les moyens pour qu'ils puissent rencontrer la population. Et si ce comité a besoin de moi, je suis à sa disposition. Il n'y a pas de souci sur cela. Ensuite, moi, en tant qu'élu, depuis que je suis arrivé aux affaires à Lamentin, on a quand même fait des choses. Il ne faut pas oublier que la première décision qu'a prise cette nouvelle municipalité à Lamentin, c'était d'augmenter la capacité de production de l'usine de l'eau de Lamentin. Donc on a réhabilité l'usine de l'eau de Lamentin, de production d'eau de Lamentin, qui est passée de 3000 m3 à 7000 m3 jour. Et ça, c'est vraiment le travail de cette majorité. Quand on a été élu en avril, en juin, nous avons lancé la procédure. En novembre, nous avons eu les financements du Conseil général et de l'Office de l'eau. Et en juillet-août, eh bien, nous avons terminé l'ouvrage. Donc, on a fait un travail conséquent. J'ai été aussi celui qui a mis la Générale des Eaux devant ses responsabilités pour lui dire, voilà, nous avons cette nouvelle usine d'eau, nous allons pouvoir produire de l'eau dans de meilleures conditions, il faut investir maintenant sur les réseaux. Donc, et nous avons inscrit, bien sûr, dans un protocole, une obligation pour la Générale des Eaux d'investir et d'intervenir à raison de au moins 200 000 € par an sur la réfection des réseaux. Bon, maintenant, sur le syndicat unique de l'eau. La position que je vais vous présenter, ce n'est pas la position de Justin Sapoti, c'est la position de la CNBT, oui, des élus de la CNBT. Nous avons discuté du sujet et nous pensons qu'il y a deux choses deux nœuds qui nous empêchent d'avancer sur cette affaire-là. Un, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui du SIAG. Oui. Et nous pensons qu'il faut écarter le SIAG de la nouvelle structure. Vous pensez que le SIAG n'a pas à être la continuation Nous pensons qu'il faut régler le problème du SIAG. Oui. Régler le problème du SIAG, ça veut dire qu'il faut liquider en bonne et due forme la chose et ne pas partir avec, je pourrais dire, un passif et un handicap, une gangrène. Oui. Pour dire les choses, on part avec une nouvelle structure, on part avec une structure propre. D'ailleurs, c'est ce qui se fait dans le privé. Quand une structure, parce qu'il y a trop de passifs, parce qu'on n'arrive pas à régler entre les actionnaires les problèmes d'actifs et autres, eh bien, on liquide et on part sur une structure neuve. Il faut partir sur une structure neuve. Ensuite, le deuxième nœud, c'est quoi? C'est la production. La production de l'eau, où on se rend compte effectivement qu'il y a un focus trop fort sur la production, alors que la distribution est le problème essentiel. Alors, puisqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les questions relevant de la production, laissons la production de côté. Que ceux qui produisent continuent à produire, que ceux qui veulent mettre leur production dans un pot commun, eh bien, proposent de le mettre dans un pot commun, mais qu'on se mette ensemble autour de la distribution. Et à ce moment-là, on fait un syndicat unique, qui sera un syndicat uniquement pour la distribution. Uniquement pour la distribution, pour intervenir sur les réseaux, et on adosse à ce syndicat, bien sûr, une société publique locale, qui serait une société publique guadeloupéenne, avec des fonds publics guadeloupéens, et cette société publique locale va distribuer l'eau, va facturer et va faire les interventions sur les réseaux. Et là, l'affaire sera une affaire guadeloupéenne, gérée par des fonds publics guadeloupéens. C'est un peu la position de Mme Chevry. Alors, bon,
Madame Chevry a une position, elle, qui est liée à Bello-Cadeau. Oui, aussi. Et donc ça, moi, je ne veux pas rentrer dans cette discussion-là. Ça, c'est quelque chose qu'il faut régler, etc. Mais la position qui consiste à dire qu'il faut aller vers un syndicat unique de l'eau, oui, nous sommes d'accord sur ça. Oui. Ensuite, que ce syndicat unique de l'eau, que ce soit d'abord un syndicat qui s'occupe des questions de la distribution, oui, nous sommes d'accord sur ça, parce que c'est la vérité, parce que c'est ce qui est essentiel. Et ensuite, la question de l'assainissement aussi, il faut le régler. Donc ce syndicat pourrait prendre en charge aussi l'assainissement, et cet SPL dont je vous parle pourrait aussi intervenir sur l'assainissement. C'est tout à fait possible. Vous allez vous battre pour ça? Oui. Oui. Alors, deux petites questions politiciennes quand même, puisqu'il faut bien qu'on en parle. Vous étiez à la région, vous n'avez pas souhaité être accompagner Lurel dans son échec. Vous avez eu un nez fin. Je ne dirais pas ça comme ça. Enfin, vous avez eu le nez fin, vous sentiez un pâté qu'à fait ou... Non, je ne dirais pas ça comme ça. Le président de la région a mis une règle que ceux qui étaient élus conseillers départementaux n'étaient pas sur la liste, etc. Donc moi, je venais d'être élu conseiller départemental et certains oublient ça brillamment. Dès le premier tour, premier conseiller départemental élu de la Guadeloupe, avec 61% des suffrages dès le premier tour. Non, mais certains pensent oublier ça et se confondent d'élections. Et croient que José Sapoti est affaibli à la Lamentin, mais je ne suis pas du tout affaibli. Même si vous avez perdu les 2 tours des élections régionales. C'est une autre élection. C'est une autre élection. C'est une autre élection. Alors, votre revanche politique, comment elle s'organise aujourd'hui? Parce que bon, il ne faut pas le cacher, on vous met en binôme avec le maire de DE pour les législatives. Est-ce que c'est de l'info ou de l'intox, ça? Alors, je dirais que pour l'instant, l'opinion publique ou peut-être que la presse lance cette idée-là. Vous ne la rejetez pas? Je ne suis pas candidat aux élections législatives. Monsieur Sapoti, c'est enregistré ce qu'on dit. Oui, je ne suis pas. Dans 2 mois, nous allons vous passer. Dans 6 mois, nous allons vous passer. Non, j'ai déjà dit ça à plusieurs reprises. Oui. Non, je ne vais pas être celui qui va porter un étendard pour les élections législatives. Je serai dans cette élection-là. Sénatoriale alors? Non plus. Non plus. Non plus. Non, pour l'instant, je veux me consacrer, je l'ai dit, à réussir la Lamentin et à réussir le Nord-Bastère. C'est un challenge important. Je dois ça au territoire, je dois ça à la population. Je le fais. Je serai présent aux élections législatives. Je ne sais pas encore dans quelles conditions, avec quel candidat, etc. Je suis un militant politique. De soutien, c'est ça. Mais bien sûr, je suis un militant politique avant d'être un élu. Donc, en tant que militant politique, je serai dans le combat pour les législatives sous une forme, on verra, de soutien, d'engagement avec un candidat ou avec des candidats. Je verrai comment ça va se passer, mais moi, je ne porterai pas l'étendard. Alors, il y a un mois à peu près, vous avez tenté une petite ouverture vers le MAC. Il y avait même une conférence de presse qui était prévue, un programme, et puis pouf, il n'y a plus rien. Ah non, ça va continuer. Hein. Oui, mais on n'a pas compris ce qui s'est passé. Oui, ce qui s'est passé, d'ailleurs, on l'a voté en conseil communautaire, c'est un programme culturel pour le Nord-Bastère, mais il n'y a pas que le MAC, mais en liaison avec le MAC. Oui. Donc la première chose, c'était de faire venir le MAC dans le territoire Nord-Bastère et de faire des conférences, à la fois, bien sûr, dans les lycées, ce qui a très bien marché. On a fait des conférences dans les lycées. Et aussi dans certaines communes. La deuxième étape, ce sera que le Nord-Bastère aille vers le MAC. Donc, et là maintenant, il y aura des expositions, c'est ce qui est prévu avec le président du MAC, où des artistes du Nord-Bastère, des artisans du Nord-Bastère vont exposer et il y aura un retour encore dans le Nord-Bastère en termes de communication pour aller vers le MAC. Ouais. Donc on a vraiment un programme d'activité avec le MAC parce qu'on pense qu'il faut que la Guadeloupe s'approprie le MAC et que le MAC ne peut pas être uniquement un bâtiment, c'est un retour à notre histoire, c'est un acte mémoriel très fort, un acte bâtisseur pour le Guadeloupéen. Vous avez été conseiller régional, ça fait déjà presque 4-5 mois que la région fonctionne ou ne fonctionne pas, disent certains. Quel est le regard que vous jetez sur cette mandature qui débute? D'impatience. D'impatience parce que j'ai l'impression, malheureusement, d'après les discours que j'entends, on est encore en campagne électorale. Oui. Et ça me gêne un peu parce qu'il y a des dossiers où il faut avancer. C'est nous qui avons quand même la gestion du PO.
européens. Est-ce que les comités de programmation pour la gestion des fonds européens sont prêts à se réunir? Il y a 1,2 million de fonds européens à consommer pour les 4 années à venir là. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. On continue dans la querelle politique. Non. Quand j'entends effectivement qu'il ne va rien se passer cette année pour la déviation de la Boucan, je suis président quand même de la communauté de l'agglomération du Nord-Bastère. Je défends Sainte-Rose. Je défends Deshaies. Je me dis, veut-on la mort de Sainte-Rose et de Deshaies? Il faut qu'on nous le dise clairement. Ce n'est pas possible. Veut-on la mort d'un olivier? Moi, je me bats pour cela. Un tourisme balnéaire qui se développe très fort sur Deshaies et sur Sainte-Rose. Faudrait-il pas encore développer ça? Ne serait-ce pas assez important ça pour trouver les moyens? Moi, je pense que, on était sur une programmation pluriannuelle. Cette programmation pluriannuelle, elle existe. Donc les fonds existent. Ensuite, mobiliser 5 millions d'euros en 2016, on peut le faire pour régler le problème foncier. Ensuite, on va mobiliser le reste. C'est 80 millions d'euros qu'il y a, mais ce n'est pas 80 millions d'euros sur 1 an, c'est 80 millions d'euros sur 5 ans, sur 6 ans. Allons-y, mais ne me dites pas qu'on ne le fait pas et qu'il ne se passera rien en 2016. Ce n'est pas possible. Très rapidement, et on va terminer là-dessus. Je ne vous ai pas entendu, je ne sais pas si vous êtes exprimé là-dessus. Est-ce que vous pensez, d'être de ceux qui pensent que Laurence Rossignol a eu tort de s'exprimer comme elle l'a fait à propos des Afro-Américains et des musulmans? Oui. Oui, elle a eu elle est tort. Socialiste comme vous. Eh bien alors. Non, je pose la question. Les socialistes sont pour le mariage pour tous, moi je suis contre. Donc je vous dis ça très sincèrement. Je ne suis pas un béni oui, je ne serai jamais un béni oui de quiconque. Et je suis socialiste par philosophie. J'ai pris ma carte et je défendrai cette carte bien sûr au Parti socialiste, mais j'ai d'abord une âme guadeloupéenne et je défendrai d'abord cela. Et si je suis Parti socialiste, c'est parce que c'est un parti qui permet qu'il y ait des courants à l'intérieur et qu'on puisse avoir des opinions divergentes ou différentes par rapport à ce qu'un ministre ou ce qu'un président peut dire. Oui, je condamne ça. Je sais, dernière question, ça va vous faire sourire, mais je vous la pose quand même. En regardant dans mes archives, j'ai trouvé une vieille photo de vous que je n'ai pas montrée là volontairement, avec Bijengwa, si je ne me trompe pas, ou Lunéeg. Est-ce que vous reniez cette époque? Pas du tout. Vous étiez indépendantiste. Cette époque m'a fondé et j'ai milité pour constituer à l'époque une association d'étudiants et d'élèves guadeloupéens dont j'ai été le président pendant 2 ans. Bon, à l'époque... Avant Vespon. Tout à fait. À l'époque, j'avais quel âge? À l'époque, je devais avoir 20 ans. C'est des erreurs de jeunesse, vous dites? C'était pas une erreur de jeunesse. D'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'on ait une jeunesse aujourd'hui qui puisse rêver son pays, comme moi j'ai rêvé mon pays, et que je continue à le rêver comme un pays qui doit être un pays responsable. Maintenant, histoire de quel modèle, comment on le construit politiquement, ça c'est une autre affaire. Il faut tenir compte bien sûr de la population, de la volonté de la population, c'est de faire en sorte que ce pays puisse avancer et d'être un pays responsable. Quel que soit, il faut qu'un homme soit responsable. Et ce pays-là ne peut pas se faire de manière assistée. Le Guadeloupéen ne peut pas être assisté, il faut qu'il soit responsable. Et quel que soit le modèle politique, le schéma politique dans lequel on est, ou la relation qu'on a avec tel ou tel pays, il faudrait que nous soyons responsables chez nous. Et c'est ça que je défends. Je vous remercie, Jocelyn Sapouti, d'être venu répondre en toute franchise à toutes nos questions. Il est 13h, on va prendre une page de publicité. On se retrouve tout à l'heure avec l'UTT UGTG pour parler du conflit de Canal+, et bien sûr pour développer le journal avec Jessie. Voilà, il est 13h09 dans le ZCL de ce lundi 4 avril. Tout de suite, les repères de l'actualité avec Jessie. Et donc on reprend donc les titres d'aujourd'hui. Regain de colère, comme je le disais tout à l'heure, pour les riverains de Pliane au Gosier. Ils s'opposent au projet de construction de 90 logements de la Samsamar, qui a bien voulu répondre dans notre interview que vous allez voir tout de suite face aux inquiétudes des riverains. L'exposition d'émounage a débuté ce matin à la bibliothèque Paul Mado à Bémao, et c'est l'artiste Marie Guadeloupe qui nous propose jusqu'au 14 avril une de ses créations réalisé avec des matériaux naturels. Et tous les passionnés d'automobile devaient être ravis ce week-end. C'était la 3e édition de la course de côte de Caféière-Deshaies qui s'est déroulée ce dimanche, et c'est Franz Pradel qui a remporté la course.
On poursuit avec le développement donc, de notre premier titre. Comme je vous le disais, c'est la colère pour les riverains de Pliane au Gosier. Ils s'opposent à un projet de construction de 90 logements sociaux porté par la SEM-SAMAR. Depuis le début de l'année, c'est la guerre entre le collectif de riverains et le maître d'ouvrage. Les travaux avaient été stoppés par le tribunal en février à cause de la caducité du permis. Grand étonnement pour les riverains qui constatent que le permis a finalement été accordé par ce même tribunal malgré l'absence de réseau d'évacuation des eaux usées dans le quartier. Ils ont décidé de bloquer le chantier. Reportage de Maxime Morel. Aujourd'hui, la population de Pliane est mobilisée car nous attendons toujours le premier magistrat de la ville du Gosier qui est responsable de toute cette situation. Nous avons constaté que des logements poussaient sur les terres de derrière, sans aucune concertation de la population de Pliane. Un projet d'une telle envergure, 90 logements sociaux, personne n'est venu nous voir, on ne nous a pas expliqué ce qui se passait, on a constaté qu'il n'y avait pas de permis. Lorsqu'on a évoqué le fait qu'il n'y avait pas de permis, eh bien, bizarrement un permis est apparu subitement et en regardant le permis, on s'est aperçu que ce permis était caduc. Aujourd'hui nous sommes mobilisés car pour nous il est hors de question que 90 logements sociaux poussent, soient construits sans permis. La population a décidé de se mettre debout. Debout contre une injustice, debout contre des faits que nous ne comprenons pas, qui sont inadmissibles dans un pays de droit. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un grand projet immobilier pour 90 logements qui se fait sur un terrain qui appartient à des particuliers. Aujourd'hui, le maire est alerté, les personnes ont saisi le tribunal pour que le permis qui a été donné pour ces 90 logements soit invalidé. Aujourd'hui, nous apprenons avec stupéfaction qu'un nouveau permis est donné. Et en plus, nous constatons qu'une décision a été prise par un juge d'une autre chambre pour invalider effectivement, pour dire que les travaux doivent se poursuivre. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à comprendre dans ce petit pays qu'on dit être un pays de droit. Nous avons découvert récemment qu'il y a, contrairement à ce qui devait se faire, 253 000 € qui a été donné dans toute illégalité à la SEM-SAMAR de manière à ce que ce projet-là aille au bout, alors qu'il n'y a pas de permis de construire. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Nous disons qu'il n'est pas normal de tels faits et il faut que la population de la Guadeloupe se mobilise autour de ce qui se passe aujourd'hui au Gosier. Et la SEM-SAMAR a souhaité réagir face à l'opposition des riverains de Pliane au Gosier. Le permis a en effet été régularisé et un réseau d'évacuation des eaux usées sera bien installé sur place. La SEM-SAMAR reste donc à la disposition du collectif de riverains pour mieux leur présenter le projet de construction. Je vous propose de regarder tout de suite le reportage de Maxime Morel. C'est un chantier de 90 logements, comme vous le voyez, qui a débuté depuis un certain nombre de mois et qui est bloqué aujourd'hui par une association de riverains et d'autres opposants à ce projet. Quand j'échange avec eux, ils n'ont pas de problème avec la SEM-SAMAR, ils veulent voir le maire pour poser certaines questions. L'opération a fait l'objet d'un permis de régularisation. Ce problème est réglé aujourd'hui. Je pense qu'il y aura des réunions de concertation qui nous permettra d'échanger avec eux, de leur expliquer ce projet, de leur montrer comment il n'y aura pas de nuisance et que tous les problèmes ont été traités dans le cadre de l'instruction du permis de construire pour la station d'épuration autonome qui est prévue pour cette opération, et également pour les problèmes d'adduction d'eau potable qui ont été étudiés par la Générale des Eaux dans le cadre de l'instruction du permis de construire. Nous souhaitons un dialogue avec eux de façon à échanger et à trouver ensemble des solutions pour livrer ces logements à la population et permettre aux ouvriers de gagner leur vie et de travailler. Ils ont été consultés. Il s'agit d'une ancienne opération qui avait déjà été initiée par la SCP HLM, qui était propriétaire du terrain et qui a vendu ce terrain à la SEM-SAMAR. Mais depuis le début de l'opération, nous nous opposons à des riverains qui revendiquent la propriété du terrain et qui contestent le titre de propriété. Donc la population connaît le projet. Après, lorsque nous avons pu commencer, lorsque les négociations étaient suffisamment avancées, on a pu commencer les travaux et aujourd'hui ils ont trouvé cette faille pour s'engouffrer. Mais nous sommes ouverts de façon à expliquer le projet à la population de Pliane et de montrer que la SEM-SAMAR a déjà réalisé d'autres opérations de ce type et que nous allons travailler en partenariat avec eux de façon à intégrer les 90 familles qui vont venir habiter ici.
13h15 dans le ZCL de ce lundi, 4 avril. Le 4 avril, effectivement, cela fera 1 mois et 2 jours exactement que suite au licenciement de Gladys Barfleur à Canal Sat, que cette entreprise connaît des difficultés, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il y a eu un mouvement de grève très particulier qui a bloqué l'entreprise pendant plusieurs jours. Après, il y a eu des épisodes judiciaires. Le week-end dernier, la directrice de Canal Satellite est venue ici même dans les locaux de Canal 10 nous expliquer la nouvelle situation suite aux négociations qui avaient débuté et qui ne se sont pas terminées. Nous sommes aujourd'hui avec les 2 représentants de l'UTC, de l'UTT UGTG et de l'UGTG, Gabi Clavier et Maïté Hubert. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez vu et entendu les déclarations de la direction de Canal Satellite suite aux négociations, dit-on entre guillemets, avortées du week-end passé, de vendredi dernier. Où en est-on aujourd'hui? Encore rappelé effectivement que nous en grève depuis le 2 mars. Et premier bulletin qui est important à dire, c'est que toutes les ouvertures de discussion et de négociation que nous trappons, c'est à demander à nous parce que nous t'ai insisté. Et nous demander l'État, effectivement, de mettre en place une médiation avec la direction du travail pour justement, est-ce qu'elle nous arrive à trouver une solution. C'est que la direction n'est qu'à refuser. Ils ne finissent pas accepter. Et effectivement, jeudi après-midi et vendredi matin, nous ouvrons les discussions si plateforme de revendication. Alors, combien de points tennis? Parce que alors, il tenait 5 points en effet. Il tenait 5 points. Et premier point là, qui c'est le point plus important là et qui a bloqué, c'est arrêt de procédure à licenciement là et réintégration à salariés là dans la mesure où nous montrer et démontrer que le licenciement là, ça complètement abusif. Oui. Alors, à 6 points là, ça, pas tenir encore. À ce point-là, ça n'a pas tenu accord, dans la mesure où nous vîmes avec tous les documents que nous tenions, nous démontrions devant effectivement médiateur là, la personne de directeur à travail là, que ça a effectivement fait l'objet d'un licenciement complètement abusif. Et nous démontrer aussi à travers les documents et le manque d'éléments flagrants que la direction nie, que c'est carrément on attaque en cas bien dit en volonté de nuire à salariés là ça, à moments enfants là ça, et par conséquent des nuits aussi à syndicats là. Quand l'inspection du travail dit précisément à 6 licenciements, madame là, peut-être Gabi Clavier. Oui, en fait, l'inspection du travail il pas été positionné pour dire le droit, même si c'est mission également, mais dans le cadre d'une procédure de médiation, il dit que bon, c'est vrai, mission est limitée à rapprocher les points de vue. Et pas bailler le doigt, pas dire le doigt de façon à trancher en faveur à l'une ou l'autre des parties. Donc c'est une mission de médiation qui consistait pendant des jours à écouter les parties, à faire en sorte que les parties joignent aussi dans le terrain d'entente. C'est ça nous fait pour les 14 points, mais aussi le point principal là, c'est le licenciement à Gladys Barfleur, parce qu'on rappelle que tout reste pour la lier à ça aussi, parce que quand nous avons réclamé, d'abord pour un petit respect à la représentation du personnel là on va être en place en procédure de fusion ou de modification quelconque de conditions de travail et salarié, il faut obligatoirement consulter les instances de représentation du personnel, ça n'a pas été fait, donc procédure là. Alors il dit que fusion là plus ou moins pour point là. Il suspend tant qu'il y a de refaire dossier à eux et de représenter correctement dans les instances. Deux autres pénalités qui concernent le recrutement, nous a dit ça c'est quand même pas normal dans le pays comme Guadeloupe. Pardon, notre entreprise qui a fait autant d'argent avec l'argent guadeloupéen qu'on ne pas privilégier l'emploi guadeloupéen. Le troisième point là qui a concerné les déplacements intempestifs, les modifications contre le travail à monde, les intempestifs qu'elle a fait, au motif simplement que son entreprise de service et qu'elle fait là mounlayer dans les conditions qui permettent de rapporter un maximum de l'argent. Nous avons dit, on peut organiser janvier, mais ni quand même des préalables pour nous, notamment en termes de formation et de discussion avec les personnels. Donc, si il y a un point là, ça, des problèmes de respect des instances, respect à personnel là, participation à dans toute modification qu'il a faite, nous tombons d'accord. Évidemment, nous peut dire de bonne gestion, de bonne administration d'entreprise, aussi grande entreprise qu'ici là, ça c'est normal. Deuxième point là, c'est pour concernant les licenciements des salariés. Avec l'inspection du travail, qui bien évidemment, pas une toute finette à définir ça, dossier là, qui nous tenit, nous syndicalistes et camarades à l'UTT, c'est de dire d'abord pour si nous regardons licenciement à Mamla, il faut d'abord pour une partie de l'aide de licenciement là. Oui. C'est l'État qui a fixé étendu à question. L'État a dit en substance, très clairement, qu'il va licencier Gladys Barfleur parce qu'il n'a pas respecté les procédures
consister à savoir qui gens pour faire. Là, on voit une réclamation. Qui pour traiter réclamation à les clients. Oui. Alors, on pose une question là avec insistance à la direction là qui peut répondre clairement, c'est ça, mais sans attendre de part ou d'autre, c'est que tu as 200 abonnés qui te disparaissent. Exactement. Par faute à Barfleur. Est-ce que ça a avéré ça? Exactement. C'est ça, il va embaucher. C'est une 200 abonnés qui fait des réclamations sur mon cabinet dans une boutique de codé pas marché, l'antenne mal pointé, que il y a été passé assis prélèvement donc c'est des réclamations comme ça. Et nous t'ai expliqué que le problème de réclamation là ça, augmentation à ces réclamations là ça apparaît à partir d'une période très précise, mars avril 2015. Puisqu'il y a un projet à réorganisation à Canal Fusion avec Mediaserve, nous avons peu d'informatique qui fait et membre de la Barfleur était en charge à dossier là ça. Mais avant ça pas en charge à traitement de réclamation. C'était des responsables de boutique qui étaient en charge à dossier là. Rappelez, réclamation qui vient de Guadeloupe, de Martinique et des îles du Nord. Donc on y par mois à peu près 1 millier de réclamations. Et c'est 11 responsables boutiques qui ont géré de ça avant mars 2015. Après mars 2015, les 11 responsables boutiques qui ont transféré gestion à ces dossiers-là, c'est réclamation pour un seul monde manque la Barfleur. Donc il commençait par nettoyer les fichiers là et constater qu'il y a des réclamations qui étaient datées depuis ce qu'on en est. On a des gens qui ont fait des réclamations, pas de réponse. Et puis, on a des gens qui ont fait des réclamations, mais pas de libellé. Vous savez, nous avons là, numéro abonné là, mais là, quand on regarde en face, vous voyez, on n'a pas réclamé rien. Donc, c'est nos problèmes qui ont traité, qui ont résoudre nos réclamations, qui pas en réalité en réclamation. Et donc, nous avons dit comme ça, dis-nous, si vous voyez un non abonné, là, il a resté, numéro et tout le temps, vous doit être capable de répondre. On passe à demander. Donc, dis-nous comment la Barfleur tenir à faire. Donc, mon Gazi Barfleur, en tant que gestionnaire affiché à déclaration, il décide que tout ça qui n'est pas libellé, qui n'est pas clairement identifié, il a routé dans le fichier là. Donc, c'est comme ça, nous avons à peu près plus de 6 mois, pratiquement 6 000 réclamations comme ça qui ont commencé à nettoyer. Donc, donc s'il transgresse en règle, en loi, en organisation, en règlement, il faut établir le règlement là. Il n'y a pas établir. Deuxième, nous avons dit comme ça, si les gens qui font des réclamations depuis plus si on l'en est, ils ne sont pas dit rien. En tout cas, qu'il n'a pas continué à réclamer, continuer à rester dans le parc là, c'est qu'effectivement, le problème est déjà résolu. Donc, pas ni pour incidence à si vie entreprise, à si performance, à si résultat financier. Donc, pas ni préjudice sur lui. Qui intérêt, mon gars, en fait, est à supprimer à temps des réclamations. Qui intérêt, il n'y a pas ni pour intérêt. La direction, même qu'à reconnaître, non seulement pas de préjudice, sauf des préjudices de tension entre le client là avec les abonnés, avec les chefs de boutique, qui préjudice pas des pour préjudice non plus, mais malgré tout, il a estimé que manque la dimension doit inventer une procédure, parce que comme il cadre, on doit inventer une procédure pour traiter ces questions-là. Nous avons dit, soit il était négocier avec discuter avec une fois observé à partir de décembre 2015, tenir 200 réclamations supprimées à ce fichier. Ou tu peux dire comme ça, que les gens nous ont fait dorénavant pour pas supprimer, ou bien si nous avons supprimé, quelles conditions nous avons supprimé. Futur pour ça, il pas prévoir ça. Ce n'est pas des procédures qu'on peut faire ça. L'aide de licenciement, on a dit comme ça, c'est rien qui peut sortir licencier. Et quand on a madame qui a 17 ans de service, qui passait toutes les échelons depuis opérateur de saisie jusqu'à responsable en service, il passait toutes les étapes. C'est quand même pas normal qu'après 17 ans, pour faute qui pas exister en réalité, et même s'il existait aussi léger, qui pas d'incidence ni si vie entreprise là, ni si performance entreprise là, ni si rapport aux autres éveils, pourquoi ils ont jusqu'au licenciement. Donc c'est ça nous démontrer devant l'inspection du travail, et après 10 000 discussions, ils disent quoi rester une position, ils ont parlé à payer, mais il va regarder. Alors c'est ça qu'on est là. Quand il fait, puisque tu as des négociations qui ont arrêté vendredi, est-ce que vous avez pensé, parce que la direction dit qu'elle a été parée à continuer les négociations, puisque c'est un point à négocier, est-ce qu'elles ont paré à ouvrir à cette table-là, ou bien est-ce que grève-là, qui sont quoi vrai, diviner à ça qui a passé là actuellement? Donc, ce qui est clair pour nous, c'est que nous, c'est pas normal. Ok? Vraiment pas normal du tout. Parce qu'il y a aussi de l'argent, vous êtes capable de prendre via moun. Vous êtes capable de désorganiser via moun parce qu'il y a simplement l'argent. Ok, quand nous dit là, nous ne pouvons pas même payer. Nous pouvons payer longtemps plus que ça, alors on a dit nous payer, mais nous pouvons payer l'argent quand même. Mais l'argent c'est vent, l'argent c'est l'État. Nous ne pouvons pas humilier le monde, ou ne pouvons pas vexer le monde, ou ne pouvons pas diminuer le monde comme si là, on peut surpoids aux mamans enfants, et
simplement avec 10, 15, 20, 30, 50, 60 000 euros, ou déménager, il dit non, ça n'est pas normal, on ne peut pas accepter, et Gladys va faire ces mêmes positions-là, il ne peut pas accepter que lui, il mis en cause. Non, il a traîné de tous côtés, comme quoi, il cassait, il brisait, il voulait faire 119 coups à Canal+, et il a payé l'argent pipé. Il dit non. Le droit au travail doit être respecté en pays là ça. Et de ce quoi de votre travail, il y a des gens qui font des parcours professionnels qui permettent de devenir cadre. Et il faut rappeler que les gens qui sont licenciés aujourd'hui là, c'est des gens qui ne même travailler là, ils commencent à travailler. Donc il faut commencer à développer l'entreprise à l'école toujours. Donc ça n'est pas admissible. Nous devons comprendre qu'il faut qu'il est brisé, qu'il y a une conséquence quelconque si ça fait là, si vie entreprise là, si performance entreprise là, nous devons discuter des conditions de départ. Mais nous devons négocier des conditions de départ alors que la faute pas établie, la fête pas de conséquence à ces vies entreprises là, et en plus quoi casser au monde, quoi casser vie, et ou très surpris après ça qu'il y a menacer, nous obligé menacer yo, et nous quoi menacer yo même, on peut pas prendre vie au monde, déstructurer vie au monde et espérer tranquillement que vous vivez tranquillement, ça pas possible. Et il y a pas seulement qu'on a plus à penser, nous observer qu'à dans l'entreprise aujourd'hui là, c'est très facile. C'est mais c'est quand nous systématiquement c'est quoi créer des départs négociés, des ruptures conventionnelles, ou non problème salariés, ou pas essayer de résoudre, ou pas essayer de discuter avec, pas essayer de voir qui motif en sanction, en faute quelconque qui a été fait, ou quoi dire qu'on s'amène devant mon bureau, mais on l'a jamais bâti. C'est ça, c'est ce qu'on fait. Et des fois, il n'y a pas même une compte de vous, on peut ça, si vous ne pas content, ayez plus d'hommes. D'accord. Si vous ne pas content, ayez plus d'hommes. Évidemment, plus d'hommes pas de travail. Vous pouvez payer, comme la loi prévoit limiter le montant de licenciement là, vous pouvez provisionner le montant de provision là, de licenciement là, il va licencier. Et nous avons une série d'exemples aujourd'hui là. En Guadeloupe, là, des entreprises, nous avons actuellement Capi Bacas, entreprise qui est dans le secteur sucrier là, dans le secteur BTP là, qui est un camarade, un jeune monde également, de manière tout à fait abusive. Nous avons un camarade nous à Gadaoukan, et pas d'Oasis, il est licencié parce qu'il dit comme ça qu'il est mal payé. Et quand il dénonce le fait qu'il est mal payé, quand il dénonce le fait qu'il n'est pas respecté, Gadaoukan décide de licencier. Et nous avons une série de cas comme ça, nous voyons à Cablandin, nous avons fait 10 000 procédures. Il y a une licenciation déléguée syndicale dans nos choix. Blandin, président à le MEDEF, qui a dit que décision à tribunal là, qui a condamné au poste salarié, c'est complètement imbécile. Il est président de le MEDEF. Donc si vous, président de le MEDEF, vous estimez qu'un juge qui a dénoncé un licenciement salarié protégé en Arabie, nous faisons toutes les étapes. Avis inspection du travail, tribunal, conseil de prud'homme, cour d'appel, nous prenons toutes les musiques que nous développons. Là, parce que nous allons devant prud'homme, nous avons l'habitude d'aller devant prud'homme. Nous toujours calés devant prud'homme. Nous toujours en appel, nous allons jusqu'à cour de cassation. Et à chaque fois nous gagnons, nous disons ça pour aller chercher l'argent au souffle. Et vous prenez c'est pour ça que nous disons que si ces questions-là, ça, nous bon, nous franchement bon. Et pour nous, Canal+, c'est la goutte d'eau. Alors justement, ça fait que j'étais dans un ordre de mobilisation pour ces jours-là, ça va rentrer dans le cadre de sa zone là. Eh bien exactement, quand Gabi Soti dit, nous pas les seuls cas ça. Nous avons constaté effectivement que le patronat a décidé de rentrer à l'offensive. Et il y a licencié, qui ou délégué, qui ou pas délégué, qui ou salarié, il y a licencié. Et il y a licencié n'importe qui genre, et effectivement, il n'y a pas qu'à respecter pont droit à pont travailler. Et même si vous êtes devant les prud'hommes, il y a dit réintégration, il n'y a pas qu'à respecter, il y a dit pas venir encore. Donc nous ne pouvons pas accepter ça. Et c'est pour ça que le 12 avril, nous avons crié justement tout salarié à Guadeloupe, tout travailleur à Guadeloupe qui a subi justement profitation là ça. Nous avons crié aussi l'ensemble des organisations syndicales à venir joindre l'UGTG à nos grands mouvements de contestation, mais aussi les abonnés, les Guadeloupéens, parce que c'est travail à Guadeloupéens que nous avons défendu aujourd'hui là, travail à Timounan nous que nous avons défendu aujourd'hui là. Donc faut arrêter bien là ça en Guadeloupe. Profitation là ça, nous avons dénoncé, mais aujourd'hui là nous avons assisté à une réoffensive du patronat. Le MEDEF décidé justement de défendre à toute organisation syndicale qui décidait de doubler et de revendiquer. Et nous pas d'accord avec ça. Nous ne pouvons jamais accepter ça. Parce que c'est pays en nous. Alors le 12 avril, c'est déjà un commencement justement à une vaste mobilisation, à une vaste contestation justement à ces pratiques-là. Et nous recommandons tout Guadeloupéen, tout le monde de venir sembler devant Canal+ pour justement nous commencer à revendiquer sérieusement. Alors si on comprend bien, pour les gens qui écoutent nous ici en Guadeloupe, en Martinique et en France, le 12, l'UGTG a élargi le mouvement là, partout de Canal+, a élargi le mouvement là, et rendez-vous là, c'est devant Canal+, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Nous avons élargi au niveau LGTG, mouvement Canal+, mais là nous avons élargi à toutes les organisations syndicales, tout travailleur, tout le monde, tout Guadeloupéen. Bien, ben, je crois que ça c'est clair. Donc pour qu'on y est là,
salariés à Canal+, qui à l'UGTG, ils ont en grève toujours. Nous en grève toujours, nous plus que jamais mobilisés, malgré les membres, malgré les vigiles, malgré la répression, nous là, nous debout. Bien, merci. 13h30 dans le ZCL. On va prendre une pause publicité, la dernière pause de ce journal. Et on se retrouve avec Madame Hazard, tout à l'heure pour parler du journal Alizé, mais aussi avec Jessie pour développer la suite du journal. Restez pas débranchés. Voilà, 13h35 dans le ZCL et on continue l'information avant de recevoir tout à l'heure la directrice de ce journal que vous connaissez tous. Si vous ne le connaissez pas, vous allez le découvrir. Alizé, Rita Hazard qui est avec nous. Mais avant, Jessie, la suite du journal. Et Danick, le scandale mondial des Panama Papers, vous avez dû en entendre parler, met en lumière donc les sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux pour échapper à l'administration fiscale de leur pays. Footballeurs, hommes politiques, plusieurs Français feraient partie de cette liste. Le président de la République, François Hollande, a réagi en promettant des enquêtes fiscales et des procédures judiciaires. Il promet également une protection des lanceurs d'alerte. Nous allons revoir quelques secondes de son discours prononcé ce matin à Boulogne-Billancourt. Ces informations, ces révélations confirment qu'il est possible de lutter contre la fraude fiscale et toutes les informations qui seront livrées donneront lieu à des enquêtes des services fiscaux et à des procédures judiciaires. Sur la transparence, la lutte contre la corruption, la France peut là aussi prendre un temps d'avance, y compris pour protéger les lanceurs d'alerte. C'est grâce à un lanceur d'alerte que nous avons maintenant ces informations. Ces lanceurs d'alerte font un travail utile pour la communauté internationale. Ils prennent des risques. Ils doivent donc être protégés. Et l'exposition Démounage a été lancée ce matin à la bibliothèque Paul Mado à Bémao. L'exposition est initiée par l'artiste Marie Guadeloupe qui nous propose une exposition de tableaux et sculptures réalisées avec des matériaux naturels, une création d'art culturel liée à notre héritage colonial. Vous avez jusqu'au 14 avril pour visiter l'exposition. Je vous propose de regarder tout de suite le reportage de Charlie Dagonia. Pour parler particulièrement des expos là, pourquoi Démounage? Les rachis africains de l'Afrique et les incidents, qu'est-ce qui passé? On les a transformés, on les a donné une autre identité qui correspondait aux besoins de certaines personnes et on les a induits en erreur. Au fur et à mesure du temps, on les a effectivement mis en esclavage. De l'esclavage est venue la colonisation, la départementalisation et plein d'autres choses, mais toujours loin de nos sources personnelles. Alors moi, le démounage pour moi cette fois-ci, c'est on arrête cette personne qu'on a créée de toutes parts et on ouvre qu'à nous quoi faire pour nous répondre à nous. Même là, c'est effectivement dans Sanye, dans histoire nous, dans gens qui ont pays là, sans savoir qu'il y a des pays là, et en fait, si vous Corée, on peut dire bec à certains. Moi pas dire mieux. Pour courir bec à certains, eh bien, on veut montrer quand dans le pays Guadeloupe, nous pouvons faire des très belles bitins, eh bien, ça nous y est à 100%. Et on veut mettre un nom malhonnête, on peut dire que c'est lui qui, pendant des années, à force d'entendre un certain nombre de Timo, qui fait qu'il y a dans l'orientation là, ça c'est Dr Henri Joseph, qui a dit, eh bien, vivre avec ça qui tao, manger ça qui tao, ça qui nous vont pas tao, apprendre à faire ça avec ça qui tao. Et c'est vrai, que lorsqu'on te fait un bité à casa, on te fait mettre ton tableau, on te fait mettre ton bité à casa, c'est pas possible, on est obligé à acheter un tel, bien ceci par rapport aux raisons économiques. Et ceci et cela. Et dès là, eh bien, l'idée là, ça vient et en partie dans ça qui est en moi vraiment. Alors, Tamboula, c'est qui permet de nous transcender, c'est qui permet de nous supporter, c'est qui permet de nous d'être debout. Donc, ça n'est pas question que bité là, ça ne peut pas être à côté à rien. Fait là à tout temps, fait qu'à correr moun. Donc c'est pour ça qu'on peut voir effectivement de toute façon on peut faire point expo qui paye en cas. Alors c'est vrai qu'on peut répéter très régulièrement parce que nous avons cet rythme et que souvent eh bien on peut arriver à des dimensions de pensée par rapport à un rythme, par rapport à un monde, par rapport à un moment précis et que eh bien c'est un boulot qui a bon moyen.
Voilà, eh bien, il est 13h40. On va recevoir, comme je vous l'avais annoncé, Rita Hazard, c'est la directrice de ce journal qui s'appelle Alizé Magazine, mais aussi celui-là qui a un nom un peu plus commun, People Magazine. Voilà, Rita Hazard, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est Alizé & Co? Alors, Alizé & Co, ça englobe plusieurs choses, en fait, plusieurs activités, dont l'édition, le journalisme, la production de films aussi, la communication. Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé la société Alizé & Co. Parce que ça fait 17 ans que ce journal existe, Alizé. Exactement. Comment ça a commencé? Alors, j'ai commencé à créer Alizé Magazine en 1999, exactement. Ouais. Il est sorti fin 99, début 2000. Et ça a été une très belle aventure, un peu difficile, puisque les gens ne croyaient pas en mon projet. Donc j'ai commencé avec les petits moyens du bord et voilà, je suis là au bout de 17 ans. Aujourd'hui, c'est la gloire. Question de Jessie. Alors, Alizé Magazine se positionne un peu sur le luxe quand même. Est-ce qu'on a de quoi répondre à cette demande en Guadeloupe? Eh bien, oui, car Alizé Magazine a commencé, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a 17 ans. Et c'est un magazine qui touche toutes les catégories de personnes et je ne dirais pas que c'est un magazine complètement luxe puisque même les touristes qui viennent pour faire des randonnées demandent Alizé Magazine. Donc je pense qu'il touche aussi bien le touriste d'affaires que le touriste de classe qui arrive en yacht en Guadeloupe. Et aussi, il touche aussi les locaux, bien entendu, tous les locaux confondus. Depuis très très longtemps, il y a des personnes que je croise, j'ai tous vos numéros à la maison, je les collectionne, ça fait plaisir. D'accord. Le magazine existe aussi en russe. Est-ce que ça veut dire que notre destination attire aussi cette population? Alors, à cause de sa distribution sur les îles du Nord, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, j'ai décidé, depuis 2 ans, donc, de le mettre en russe. Donc, il est français-anglais depuis 15 ans et trilingue depuis 17 ans. Pas espagnol? Pas espagnol, pas non, encore. Puisqu'il y a plus de tourisme. Les Espagnols parlent tous anglais ou français, donc l'anglais étant une langue internationale. Et par contre, le russe, je trouvais c'était une idée originale et à la demande de certains lecteurs et certains salons où il a été distribué et qui était en anglais, en Russie d'ailleurs, à la demande de certains lecteurs, je l'ai fait en russe. Et il y a des Russes d'ailleurs en Guadeloupe en haute saison. Alors, Rita, comment vous concevez un pareil magazine? Parce que bon, on voit le contenu assez éclectique, tourisme, un peu de luxe, il y a un peu de tout. Comment, quand vous décidez de lancer un prochain numéro, là, on a les 2 derniers numéros, celui de la saison dernière qui paraît 2 fois par an, et le dernier. Alors, le prochain, comment vous le concevez structurellement, rédactionnellement? Alors, il n'y a pas de règles, il varie selon les événements. Il y a des rubriques qui ne changent pas, comme la rubrique présentation des îles, historique, information utile par contre est mise à jour. Oui. Mais les événements, je fais pas mal de flashbacks dans Alizé parce que c'est un biannuel maintenant, avant il était annuel. Les événements avec les rétrospectives du Festival de Cannes, avec les événements de Guadeloupe. Voilà, les flashbacks, le tennis, la carriquette. Et par contre, ma couverture Alizé, que vous avez vu sur cette couverture, j'ai la princesse. Vous, ouais. Comment? Non, on la voit d'ailleurs. Oui, voilà. C'est une princesse. La princesse Isabella Orsini de l'île de la Trémoille, qui est aussi actrice. Elle a bien sûr une interview qui lui est consacrée à l'intérieur du magazine, dans les pages de notre magazine. Chaque année, celle qui est en couverture a une interview. Donc j'ai des interviews, et ça dépend, il n'y a pas de règles, les événements sont choisis. Et donc du coup, comment se différencie Alizé Magazine de People? Alors, très bien. Alors, j'ai créé People à la demande... c'est le petit bébé d'Alizé Magazine. Oui. Il y avait des annonceurs qui voulaient annoncer dans Alizé Magazine que je ne pouvais pas accepter dans Alizé Magazine.
comme le petit garage du coin, la carrosserie du coin, voilà. Je ne pouvais pas. Et donc, pour avoir ces personnes qui voulaient absolument être dans Alizé, j'ai créé People Alizé Mag pour ce genre d'annonceurs. Oui. Et c'est devenu du coup un magazine qui est axé sur l'événementiel, oui. Plus qu'Alizé Magazine, donc événementiel, avoir à faire, et puis ce qu'il y a... C'est la même périodicité que... Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, People, il sort... j'ai un numéro qui va sortir au mois de mai pour la Fête des Mères, mais un recto verso Fête des Mères, Fête des Pères. Avant, je faisais 2 numéros, un numéro Fête des Mères, un numéro Fête des Pères. Donc, je fais un numéro recto verso Fête des Mères, Fête des Pères, donc 2 numéros en 1. Le spécial Cannes qui va sortir après le Festival de Cannes. Et celui de Noël qui va sortir avant Noël. Alors, Rita, il faut le dire, vous êtes depuis 17 ans dans ce type de magazine qui est très proche du tourisme. Quelle est la vision que vous avez de ce tourisme guadeloupéen en tant que Guadeloupéenne? Alors, le tourisme, en effet, la Guadeloupe, qui est dénommée l'île aux belles eaux, oui. Est une destination très prisée par le tourisme pour ces magnifiques sables blancs, pour ces... Ah, c'est le cliché, ça. Oui, le cliché, oui. Magnifique, pardon, plage de sable blanc, c'est un cliché extraordinaire. Moi, personnellement, je suis optimiste par rapport au tourisme en Guadeloupe, parce que les îles de Guadeloupe ont été classées quand même 11e sur 52 destinations à visiter en 2016 par le classement 52, paru dans le 8 janvier dernier dans le New York Times. Oui. Donc ce classement a permis aux îles de Guadeloupe de rayonner auprès de plus de 1 million d'Américains quand même, ce qui n'est pas rien. Et grâce aussi au développement des liaisons aériennes entre les États-Unis et la Guadeloupe, avec la Norwegian Airlines, cette rotation dans la semaine, New York, Boston et Washington DC. Sans oublier bien sûr American Airlines et Air France via Haïti. Donc il y a aussi le Canada, hein, il ne faut pas oublier qu'on a les îles de Guadeloupe bénéficient de 3 vols hebdomadaires au départ de Montréal sur Pointe-à-Pitre. Et moi personnellement le tourisme est en train de monter monter en gamme. Alors, dernière chose, avant de vous quitter, puisque j'ai appris que vous étiez aussi actrice. J'étais surpris de l'apprendre d'ailleurs. Actrice. Alors, vous êtes dans le cinéma en tout cas. Vous faites votre cinéma. Alors, comment ça se passe? Vous êtes sur un projet, paraît-il, qui devrait aboutir prochainement? Oui, en fait, nous allons tourner en Guadeloupe et en juillet prochain, juillet-août, un long métrage dont je suis coproductrice. Et actrice. Pas dans ce film. Pas dans ce film, d'accord. Pas dans ce film. On ne vous verra pas. Voilà, on ne me verra pas. Moi, je serai derrière la caméra. Oui. Donc, c'est une comédie avec Firmin Richard, Brian Trésor, Pierre Prieur, Cyril Eldin de Canal+, justement. Oui. Et on le prépare. Ça va s'appeler plus d'1 an. Il va s'appeler Eh oui. Eh oui. Eh oui. Oui. C'est une comédie antillaise. Oui. Et donc, qu'on verra à Cannes l'année prochaine? Alors, j'espère qu'on le verra à Cannes l'année prochaine. Mais avant Cannes, on veut faire la première en Guadeloupe pendant le FIMI, pendant le Festival du cinéma international de Guadeloupe. En mars prochain. En mars prochain. Février-mars 2017. Voilà. Dernière chose, on vous laisse partir. Je ne sais pas si il y a une question, une dernière question, non? Alors, une avant-dernière question, peut-être. Le dernier, donc, Alizé Magazine qu'on voit à l'écran annonce vos 17 ans. Est-ce qu'on va s'attendre à une nouveauté aussi pour le prochain? Alors, le prochain magazine va sortir, comme je disais... Après Cannes, vous avez dit après Cannes, j'ai un numéro Alizé. Juillet-août. Juillet-août. Et il va représenter la Guadeloupe, un beau paysage de Guadeloupe sur la couverture, parce que c'est un numéro spécial. Mais la philosophie restera la même. Restera la même, voilà. Il y aura des articles qui vont... Bon, il y aura de nouveaux articles, mais je le laisse, ce sera une surprise. Je préfère pas en parler. D'accord. Elle est superstitieuse, cette dame. Voilà, en tout cas, merci d'être venu nous parler de ces 2 magazines, People et Alizé. Et on rappelle qu'il y aura ce film, oui, merci. Et oui. Et oui. Alors, il y a oui, merci, là, il y aura et oui. Bon, voilà. On attendra ce et oui. Et on vous souhaite bonne chance et puis bon Cannes, puisque vous partez à Cannes. Oui, je pars à Cannes le 9 mai prochain.
prochain. Ouais. Et je fais le festival pendant 10 jours. Alors, yes, you can. Ok. Voilà, il est pratiquement 13h52 avant de recevoir des comédiens, justement, ceux-là de théâtre. Ils sont déjà en coulisses. On va prendre 2 petites brèves avec Jessie. Puis on reçoit tout de suite après nos comédiens qui sont là et qui nous attendent. Merci encore, Rita, ne bougez pas. Merci beaucoup. Et avant les brèves, on va parler automobile, car ce dimanche 3 avril s'est déroulée la course de côte de Caféières-des-Haies. Les pilotes se sont défiés le long de 1500 mètres de montée, un circuit technique qui demandait aux challengers une bonne appréciation des trajectoires. Et c'est Franz Pradel qui a fini premier, suivi de Patrick Julien Esnard et Patrick Desvichiers. Reportage de Bruno Etonneau et Gérard Loiseau. Alors on a un souci donc sur le reportage, on reviendra peut-être dessus après. On rappelle quand même que cette épreuve était inscrite au championnat de la Guadeloupe, mais également à la Coupe de France de la montagne. Et donc on part du côté des faits divers. Des tirs ont fait 3 blessés devant la Casa à Bémao. Les faits se sont produits ce dimanche vers 1h30 du matin. 2 femmes et un homme ont été touchés alors qu'ils se rendaient en soirée dans l'établissement. Les agresseurs qui ont tiré depuis leur véhicule ont tout de suite pris la fuite. La gendarmerie lance un appel à témoins et invite toute personne témoin de cette agression armée à les contacter s'ils ont des informations à leur communiquer, notamment sur le véhicule utilisé par les agresseurs. On rappelle juste le numéro, donc 05 90 41 14 20. Et on poursuit donc toujours dans les faits divers. Le restaurant McDonald's des Abîmes a été victime d'une tentative de braquage ce samedi 2 avril. L'acte s'est produit dans les environs de 23h30 après le concert de Maître Gims. 6 hommes au visage masqué par un bandana et armés ont tenté d'entrer dans le restaurant, mais sans succès. Voilà, et donc on rappelle que c'est le Kényan Cyprien Kotut qui a remporté ce 40e marathon de Paris en 2h07 et 11 secondes, ce qui lui permet donc de battre son record personnel qui était à 2h08 et 55 secondes. Voilà, on avait quand même 11 Antillais donc, qui participaient aussi à ce marathon. Je crois que le premier est arrivé en 2h45. Alors voilà, on va parler théâtre, puisque je vous l'ai dit, nous recevons aujourd'hui Bernard Lamitié. Bernard Lamitié, qu'on connaissait dans le monde sportif davantage que dans le monde de la comédie et du théâtre. Ben voilà, je crois que c'est une reconversion qui devait bien évidemment se faire un jour ou l'autre. On ne savait pas que l'athlétisme menait à tout, y compris au théâtre. Bernard Lamitié, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, au carénage, vous savez qu'on dit au carénage en Guadeloupe, c'est beaucoup d'images qui fonctionnent. Absolument. Alors, comment vous êtes venu au théâtre? C'est un peu un des traits de ma personnalité qu'on ne connaît pas forcément. Oui. Vous savez, on voit quelqu'un, je sais que j'ai toujours été sportif, mais j'ai appartenu à un club très connu, qui était l'un des premiers clubs culturels de la Guadeloupe, qui s'appelle la Solidarité Scolaire. Tout à fait. Et quand on était à la Solidarité Scolaire, il y avait une partie théâtre. Eh ben, on faisait tout. Tous les sports. Avec M. Philogène, je crois, c'est ça. Et il y avait un professeur, un prof de littérature qui s'appelait Joseph Joss, qui était footballeur à la SS et qui était un amoureux du théâtre. Et alors, quand les jeunes finissaient leur match, il y avait pas une 4-8 maisons derrière le terrain de basket, et on allait regarder, on allait danser, il y avait des après-midi littéraires, il y avait de la danse, il y avait du chant, et on faisait un peu de théâtre, mais comme ça, bon enfant. Hein. Et vous n'avez pas perdu la mienne, si je peux parler comme ça? Si j'ai pas perdu? La main? Non, absolument pas. Je l'ai toujours fait. Et puis quand je suis revenu de ma carrière sportive, j'ai rencontré de haut niveau quand même. Oui, il faut le dire. René Philogène, qui lui n'avait pas oublié, qui m'a dit Bernard, viens voir un peu. Et il m'a remis dans le truc, et j'ai eu l'occasion de jouer avec d'autres sportifs comme Marc Semab, qu'on ne sait pas, qui était un très grand comédien, un très grand footballeur, un très grand basketteur, avec Simone Deloumou. Je me suis remis un peu au théâtre depuis une dizaine d'années, mais bon, j'ai continué
toujours dans ma carrière, dans ma passion sportive. À la limite, j'ai 2 passions. Alors, comment ça va se passer, parce que vous n'êtes pas seul au carénage? Je ne suis pas seul. D'ailleurs, j'ai mon copain Georges Belloni. D'abord, je veux lui passer le micro, qui va nous parler un petit peu, comme je viens de causer. Je m'appelle Raoul Georges Belloni. Hein. Je suis comédien comme Bernard. Nous n'avons pas le même circuit. Moi, j'ai commencé le théâtre, ça fait bien 5 ans, avec M. Arthur Apatou et M. Rénal Sartre qui m'ont tout appris. Donc, au fil du temps, je me suis retrouvé dedans et je me trouve encore dans la pièce, au carénage. Alors, cette pièce-là, on va la voir ces jours-ci. En gros, on ne va pas rentrer dans tout le détail, mais quel est le sujet? En fait, vous savez, on reprend carrément la vie d'antan. La vie qui se déroulait dans le quartier de l'usine d'Arboussier, au carénage, dans la proximité. Et vous savez qu'à cette époque, l'usine d'Arboussier était vraiment le poumon économique de la région, de la Guadeloupe. Donc, si vous voulez, il y avait beaucoup d'activités des ouvriers et autour des ouvriers. Exactement. Donc, si vous voulez, il y avait une vie très, très intense, très active autour de cette rue et de ce quartier. Donc, là, nous avons repris avec l'idée de M. Arthur Apatou, Rénal Sartre et Gérard César de mettre ça en théâtre, et voilà, ça a donné quelque chose qui... Donc ça va être quelque chose d'assez chaud, puisque quand même, on ne peut pas dire que le carénage soit un quartier froid quand même. Le carénage, c'est un peu un microcosme de la Guadeloupe. À cette époque, tout se passait au carénage. Je préfère dire le quartier de l'usine d'Arboussier. Quand on entend carénage, c'était pour un titre qui choque. Tout à fait. Mais la vie de cette pièce de théâtre, c'est la vie autour de l'usine d'Arboussier. Où se trouve le MAC aujourd'hui, se trouve le mémorial. Avant, il y avait le bas de la source, après le Cadéra, juste à côté, il y a le chemin neuf. Et c'est une vie, il y avait une vie, parce qu'il y avait tout dans ce quartier. Il y avait toutes sortes de petits métiers, et de métiers, toutes sortes de... Il y avait des gars qui faisaient des bateaux, il y avait des pêcheurs, il y avait des cordonniers, parce que dans la pièce, ils jouent le rôle des cordonniers, il y avait des pointeurs qui travaillaient à l'usine, je suis pointeur, et il y avait aussi beaucoup de lolos. La pièce se situe dans un lolo, donc autour d'un lolo, avec un curé aussi, et ça c'était un petit peu la vie de ce quartier. On essaie de représenter un petit peu ce qui se faisait il y a des années. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas connu cette époque-là, en venant voir cette pièce au carénage, aura un peu l'idée de ce qu'a été le carénage comme quartier vivant de Pointe-à-Pitre. Alors dans le titre quand même de la pièce, vous avez précisé secret d'antan, ça veut dire que quelqu'un peut-être qui connaissait cette époque-là va apprendre quand même des choses? C'est une formule d'Arthur Apatou. C'est une association qui s'appelle Secret d'antan, qui veut remettre un petit peu à l'actualité dans tous les domaines, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, on avait joué une pièce de théâtre avec la vie de Manuel Lapioche. C'était en temps de temps. Donc le carénage est aussi quelque chose qui se passait. C'était un peu la formule pour vous présenter, pour présenter à la Guadeloupe ce qui se passait il y a très longtemps, mais qui est actuellement un peu d'actualité. Alors ce qui serait intéressant aussi de savoir, c'est qui tourne autour de cette pièce. Nous avons un jeu d'acteurs assez... Nous avons dans un rôle de l'ancien de Lolo, nous avons Régine Babiani, Marcel, nous avons une dame de petite vertu, parce que c'était aussi au carénage. Mais oui, à la personne le carénage a toujours été le carénage. De José Tourlepin, qui est donc notre communicante de l'Académie du Car. Nous avons notre cordonnier bien connu, mon ami Georges Belloni, et le pointeur que je suis, Andoche, et un curé. Et cette pièce est soutenue par un récit. Il y a quelqu'un qui raconte l'histoire du carénage et qu'on verra, il y a une petite surprise, c'est Gérard César. Il est dans son rôle d'ailleurs. Donc c'est mené vraiment avec un aspect très comique, mais avec une certaine réalité. Tout à fait. Alors combien de représentations vous avez prévues, M. Belloni? Oui, excusez-moi, je voulais juste apporter une petite précision. En fait, cette fois, la pièce s'est étoffée parce que nous avons avec nous les gens de la Sérénade, et vendredi Sérénade. Donc,
Ces gens-là sont venus par la demande de M. Arthur Apatou se greffer à notre pièce. Bon, comme je dis souvent, là on n'a pas de frontières. Tout à fait. Donc, mais on va prendre le rendez-vous pour le public. Alors les gens qui veulent voir cette pièce, il n'y aura qu'une seule représentation? Et il n'y aura qu'une seule représentation pour l'instant sur les deux aspects. Oui. L'auditorium. L'auditorium de Bastère, vendredi 8 avril. À 7h, 19h30, parce qu'effectivement, il y a une deuxième représentation. Voilà. Non, il y a en première partie vendredi sérénade, et en deuxième partie la pièce au carénage. Les gens de Bastère vont découvrir le carénage. Les gens de Bastère qui ne va connaître carénage, en tout cas, Bernard, merci d'être venu avec M. Belloni. Pas trop surpris quand même de me voir sur les planches. un peu quand même. Ça n'ira pas jusqu'à l'AVC, mais on fait quand même. Il y avait une bonne surprise. Effectivement, on aura plaisir à vous retrouver sous les planches et sans sauter. Voilà, les billets sont en vente à l'auditorium de Bastère. Tout à fait. À RCI, voilà, vous avez RCI et sur le site de notre lieu de répétition, on l'a monté. Il devait y avoir une affiche pour nous. Oui, mais bon, on a un petit bug informatique. Demain, on nous peut passer. Ça se passera. En tout cas, il est 14h. Notre ZCL se termine aujourd'hui avec du théâtre. On donne rendez-vous à nos téléspectateurs demain à la même heure. Et j'ai ici bon appétit. Merci. Et si vous n'avez pas déjeuné, M. Belloni, M. Lamitié, bon appétit aussi. De même pour vous. Voilà. C'est pareil pour nous. Et on se retrouve demain à la même heure à partir de 12h30. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation, Yann. Merci. Bye bye.